Fait. Voilà. Eh ben, bonjour à tous. Et puis, vous voyez, je souhaite que nous échangions, parce que je vais vous demander je vais vous poser quelques questions et vous demander quelques réponses. Nous allons parler de la performance par la confiance. Alors, je pense que, par expérience, le système est un système très, très puissant. Et pour faire une sorte d'exemple à rebours ou d'anti-exemple, je voudrais vous parler de ce qui, pour moi, est un des pires commentaires qu'on puisse entendre dans l'entreprise et même les pires commentaires qu'on puisse entendre sur l'entreprise et sur le management plus précisément. Et c'est un commentaire que malheureusement j'ai entendu un certain nombre de fois et qui dit j'en fais bien assez pour ce que je suis payé. Alors ça peut être à l'extérieur de l'entreprise, mais pire encore, quand quelqu'un dit ça devant la machine à café, c'est-à-dire que son imprégnation dans l'activité du jour n'est pas suffisante pour qu'il se sente vraiment faisant partie de l'équipe. Donc j'en fais bien assez pour ce que je suis payé. C'est une horreur. On va essayer de faire le contraire, c'est-à-dire que dans nos entreprises, dans nos équipes, chacun ne dise pas j'en fais pas assez pour ce que je suis payé, il ne faut pas exagérer, mais au moins dépasse le simple contrat travail, temps de travail contre salaire et considère qu'il fasse partie vraiment d'une équipe qui a un objectif bien identifié. Alors pour commencer, comme d'habitude, je vais vous demander votre météo du jour, c'est-à-dire entre 1 et 5, comment votre ciel intérieur, s'il est gris et pluvieux à 1 ou s'il est contraire, optimiste et ensoleillé à 5. Et pendant ce temps-là, on va permettre de regarder les questions que vous avez posées et qui sont tout à fait chouettes. Par exemple, s'adapter aux changements sociétaux. C'est quoi le management en 2022? J'ai trouvé que c'était très, très bien comme façon d'aborder les choses. Ben oui, le monde change, le management doit changer, nous, managers, nous devons changer. Et puis, améliorer ma pratique managériale sous plusieurs formes, ça a été dit. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand l'un de vous a dit la première difficulté, c'est moi-même, ce qui est forcément, forcément vrai, puisque le management est quelque chose de difficile et exige en permanence des remises en cause. Installer la confiance avec un, un participant qui est un peu pressé puisqu'il dit installer la confiance rapidement. Il y avait plusieurs thèmes sur la confiance. Rapidement, oui, mais il s'agit d'une évolution culturelle, donc, sauf en cas de crise, il y a quand même des rythmes à respecter. Bon, manager les changements, et même quelqu'un qui dit comment éviter le burn-out, et ce qui peut arriver, c'est quand on prend sur soi-même toutes les charges de travail, toutes les charges de stress de l'équipe, alors que la confiance permet de se libérer partiellement, bien sûr, de cette charge psychique, et nous allons voir comment. Alors, quelques mots sur moi-même, et je commence par dire après mes études d'ingénieur, voulant être un vrai scientifique, c'était mon ambition à l'époque, j'ai fait une thèse en thermodynamique. Puis ensuite, j'ai été recruté dans la métallurgie pour mettre au point. Ah, François, ce qui me dit, la confiance peut tout à fait s'installer rapidement. Ben oui, oui, rapidement, mais jusqu'à un certain niveau. Pour arriver vraiment au niveau, on y reviendra. Donc, je suis embauché dans la métallurgie pour mettre au point des nouveaux process. Je fais des beaux calculs, je démontre que c'est possible, je fais des essais, ça marche super bien, et on passe en production et ça marche plus. Et ça a été vraiment pour moi le déclic. Alors, je pourrais raconter l'histoire plus en détail, mais qui m'a fait comprendre que la technique n'est rien
sans les hommes qui l'utilisent. Françoise, il faut absolument qu'on se parle parce que je vois tes différents commentaires et je ne vais surtout pas y répondre comme ça, hein, mais on en parle. J'ai quand même, justement, j'ai plus de 45 années d'expérience de manager et dans des situations tout à fait variées. Alors chez Valeo, j'ai été directeur qualité totale puis directeur industriel du groupe Valeo. La situation était qu'il y avait une très belle boîte à outils, très solide, mais par contre, l'intégration dans la culture n'avait pas été faite, donc il fallait vraiment s'occuper de quel est le lien entre la technique et les hommes. Et quand je dis les hommes et les personnes, et ensuite, j'étais chez Danone comme directeur industriel, monde encore. Et là, c'était un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il y avait un management que je qualifierais de sympa, bon enfant, mais pas du tout structuré, ce qui fait que c'était sympa, mais la performance était médiocre. Donc, comment on structure ça sans perdre tous les côtés positifs? Et puis, compte tenu des succès que nous avons eus, on m'a confié ensuite la qualité monde aussi pour faire la même chose, puisque la qualité était aussi pas assez, je dirais, équilibrée entre les deux volets. Et tout ça s'organise autour d'une passion qui est vraiment ma passion depuis 40 ans, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe, une entreprise, une usine, j'ai travaillé aussi dans des hôpitaux, un service d'hôpital, qui a une performance moyenne, où ça se passe bien, il n'y a rien à dire, et une où, dans un contexte semblable, on a une performance qui est vraiment de champion. Et toujours, c'est le management qui fait la différence. Quand je dis toujours, disons dans 99% des cas, parce qu'il y aura toujours, toujours cette fois-ci, un cas très particulier où ça ne s'applique pas. Mais enfin, on va regarder ça. On va regarder ça avec aujourd'hui une première conférence que j'ai organisée en 3 volets, la performance, la construire et la mesurer, le moteur et le chronomètre, la confiance nécessaire à l'engagement, et enfin, comment faire en sorte que chaque jour, on ait ce que j'appelle un progrès culturel, c'est-à-dire que la confiance s'établisse de plus en plus, s'enracine dans les réflexes, dans la culture. Et puis, vous savez que dans ces conférences, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Alors, il y a la barre verte en haut, j'emmène la flèche là-haut, cliquez ici. Et si vous prenez rendez-vous, vous serez donc il y a un calendrier et on prend une demi-heure. Quand je dis une demi-heure, peu importe si c'est 40 minutes ou même plus, mais pour regarder comment se pose la question managériale dans votre contexte particulier, parce que c'est très bien de parler avec conviction à la petite diode verte qui m'indique que la caméra est en route, mais c'est encore mieux de regarder ça dans un contexte réel et qui est forcément différent à certains égards du standard ou de ce qu'on peut se dire devant une caméra. Allons-y. Alors, les domaines d'activité du manager sont, je les représente sur un schéma que nous allons utiliser tout au long du cycle de conférence, c'est-à-dire il y a une partie gestion, il y a une partie technique et il y a une partie relationnelle. Et la grosse difficulté, c'est que les 3 soient cohérents. Alors, on va les regarder et on va approfondir, à partir de ce schéma, une vision plus large du management. Alors, d'abord, je vais vous poser quelques questions, que si vous voulez bien avancer ou répondre sur le chat, c'est 4 questions. La première question, c'est pour un de ces points. Alors, vous mettez devant G, T ou R
le point sur lequel vous vous dites, tiens, là j'ai une idée, éventuellement les trois, c'est un mot-clé pour chacune des dimensions, gestion, technique, relationnelle. Et puis on va regarder ensuite comment on approfondit ça étape par étape. Allez-y. Qu'est-ce que j'ai à faire dans le domaine relationnel en tant que manager? Qu'est-ce que j'ai à faire dans le domaine de la gestion? Qu'est-ce que j'ai à faire dans le domaine de la gestion en tant que manager? Qu'est-ce que j'ai à faire dans le domaine et de la technique? Bon, il y a quelques réponses qui arrivent. Écoute, s'intéresser aux gens. En technique, formation. Je mettrais plutôt la formation dans le relationnel. On s'occupe vraiment des. Le relationnel, c'est comment je travaille avec les personnes de l'équipe. Leadership va dans gestion. Ah, ça, on va voir que le leadership, c'est justement quelque chose d'un peu compliqué. Non, le leadership ne va pas dans gestion, mais on va en parler. Instaurer des rituels, oui. Sécuriser dans R, il y a toutes sortes de choses. Écoutez, je vous propose j'ai mis quelques mots-clés, mais on pourrait en faire une très longue liste, et en particulier dans le relationnel. D'ailleurs, il est tout à fait sympa de voir que la majorité des réponses que vous avez envoyées ont été sur le R. Françoise qui dit alors pourquoi il n'est pas dans le schéma, je ne sais pas. Et le leadership, c'est forcément, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mettre les choses dans des cases, mais il y a le relationnel sur le comportement, sur les valeurs, sur toutes les interactions avec les personnes, le développement des personnes. Dans la technique, il y a les processus qu'on utilise, les équipements, les méthodes, les outils. Et puis dans la gestion, il y a beaucoup d'analyses de chiffres. Et puis ensuite, la mise en œuvre de planning, l'organisation au sens le plus structurel du terme, ou structurant. Et puis une deuxième question, c'est quel nom donneriez-vous à un manager qui serait largement relationnel et minoritairement, bref, et beaucoup moins gestion et technique, un manager qui serait très technique mais beaucoup moins gestion et relationnel, et un manager qui serait très gestion mais beaucoup moins technique et relationnel. Allez, oui, il y a des mots, participatif, fédérateur, expert. Donc, pour avancer, ce que je propose, mais là aussi, vous allez voir que c'est complètement en phase avec ce que vous avez dit, c'est de dire dans le relationnel, c'est team leader. En technique, je dis ingénieur, mais on peut dire expert. Ça va très bien. Je veux dire, on s'intéresse à la partie technique des choses, même quand c'est un processus, je dirais, par exemple, un processus financier. Et puis, en haut, en gestion, c'est le business administrateur, c'est toujours qu'est-ce que ça rapporte pour l'avancée de l'entreprise? Qu'est-ce que ça apporte? Pas forcément rapporte. Et puis, on peut en prendre une troisième qui va être la plus difficile, mais ça va être sympa. Où se trouve le pilotage de la performance? Gestionnaire théorique. Oui, je connais aussi des gestionnaires un peu pratiques, mais oui, on va voir. Le pilotage de la performance, c'est dans la gestion, dit Léonard. Et pour vous, le pilotage de la performance, c'est où? Allez. Très bien. Très bien, Renaud. Très bien, Stéphane.
Et de quelle performance parle-t-on? Les trois, mon capitaine. Eh bien, écoutez, oui, moi je dis, mais il y en a un peu sur chaque pôle, mais il y en a surtout entre les pôles, c'est-à-dire dans les relations entre les dimensions gestion qui apportent des chiffres et qui aident à prendre des décisions, entre la technique et les personnes, on a du pilotage en fonction de la performance du jour. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de management, enfin de pilotage de la machine ou du processus? C'est vraiment le pilotage est très largement dans la cohérence de l'ensemble. C'est pour ça que je suis bien d'accord avec ça. Françoise dit quelle performance. Alors, on pourra redéfinir la performance une fois, mais la performance, pour moi, c'est sécurité, qualité, coût, les délais, la motivation et l'environnement. Mais on le définira un peu plus précisément plus tard. Et si on regarde où sont les espaces de progrès, au quotidien, dans votre travail quotidien de manager, eh bien, la technique, ben souvent, il faut travailler avec le système qu'on a, avec les machines qu'on a, avec l'usine qu'on a. Au quotidien, on a de l'espace, mais pas énormément. Souvent, c'est lié à des investissements. Côté gestion, ben, bien sûr, il faut regarder les chiffres, mais ce n'est pas là qu'on prend des décisions au quotidien. Et donc, au total, c'est du côté relationnel qu'on a le plus d'espace. Et ça tombe bien, parce que on peut ajouter le fait que ici, c'est largement le chronomètre côté gestion. Et le chronomètre, ce n'est pas négatif, c'est-à-dire que ça mesure le résultat, mais ça aussi mesure un tas de choses qui vont permettre, via le pilotage, redescendre sur des activités techniques et relationnelles. Mais par contre, le moteur de la performance, c'est du côté technique et relationnel au quotidien. C'est alimenté par une réflexion sur la gestion, c'est pour ça que j'ai mis analyse, mais les décisions quotidiennes, c'est pas en changeant le mode de gestion que dans l'instant, on améliore la performance. Au contraire, c'est en travaillant sur la partie technique et surtout sur la partie relationnelle, qui d'ailleurs a des impacts tout à fait importants sur la partie technique et sur la partie gestion. Alors, la confiance, je prétends, mais c'est pour ça que nous sommes ensemble et c'est pour ça que nous sommes ensemble, la confiance, c'est ce qui permet de créer justement la cohérence entre les équipes, les personnes, ce que j'ai mis sous le vocable relationnel plutôt que de mettre humain, simplement, c'est et la gestion et la technique. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que chacun peut devenir vraiment, se sentir vraiment joueur à part entière dans le jeu qui est joué par l'entreprise. Un dernier point avant d'aller plus loin, c'est que une différence qui est faite en anglais, mais pas souvent et en français, c'est les indicateurs de résultats et les indicateurs d'activité. À la fin, ce qu'on cherche, c'est des indicateurs de résultats. Et pour dire à Françoise, par exemple, si on parle de sécurité, on peut projeter ce même schéma sur le management de la sécurité. Dans le relationnel, il va y avoir toute la partie de sensibilisation de chacun. Du côté technique, des protections. Du côté gestion, la mesure. Le résultat, c'est le nombre d'accidents. Mais les activités, ça ne peut pas être le nombre d'accidents. Si j'ai eu l'an dernier, je parle d'une société qui est assez large pour que ça puisse être imaginable, j'ai eu une moyenne de un tout petit peu plus d'un accident par mois. Et puis cette année, on est rendu à Pâques, j'en ai 0. Est-ce que ça veut dire que je fais une meilleure année? Je n'en sais rien. C'est par les activités que l'on fait qu'on fait ça. Si on parle de la performance financière, elle est toujours dans la gestion parce que c'est un résultat de tout ce qui a été fait en technique pour faire le produit avec les personnes qui
active les processus. Et puis, je vous propose donc de passer à la deuxième partie qui est et la confiance. On sent bien, mais soyons un peu plus précis. Alors, d'abord, je vais citer encore une fois Antonio Damasio, qui est un grand, il est à la fois psy et neuroscientifique, on va dire, mais il est tout à fait impressionnant. Et il dit que la coopération et le jeu, mais le jeu, c'est un peu plus tel que ça vient dans le texte, c'est le jeu où on prend plaisir. Donc dire le jeu où on prend plaisir, c'est un petit peu une tautologie. Mais par contre, la coopération, indépendamment des résultats, est favorable à notre homéostasie, donc de nous donner de la satisfaction. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout à fait important au quotidien. Dans l'entreprise, chacun, mais pas que dans l'entreprise, chacun est toujours en quête de relationnel. Et c'est un peu triste quand on demande à quelqu'un, ça va bien dans ton entreprise, c'est que, oh, il dit, finalement, les moments sympas, c'est le café et la cantine, hein, tu sais. Bon, quel dommage. Comment on fait pour que le travail entre dans cette partie relationnelle d'une façon positive? Et si ça se passe bien à la machine à café, c'est parce que on est vraiment à échanger de choses communes, de la vie familiale, des vacances passées ou à venir, tout ça, toutes sortes d'activités dans lesquelles, j'allais dire, naturellement, on se sent bien, et on en parle, ou dans lequel il y a des malheurs, et c'est aussi, on parle aussi des malheurs de la vie, et d'ailleurs, on le dit d'une façon qui est souvent un petit peu humoristique, ou au contraire, un petit peu emphatique, pour développer les émotions, parce que c'est au niveau des émotions que se crée ce sentiment d'appartenance à un groupe humain, même extrêmement temporaire, le temps d'une tasse à café. Mais ce sont des moments de convivialité, ce ne sont pas des moments de bien-être au travail, c'est du bien-être sur le lieu de travail et pas du bien-être au travail. Et la question qui se pose au manager, voilà, c'est de se rappeler que l'homme, Homo sapiens, c'est un animal social, et que donc, comment je fais pour que les moments de coopération et de bien-être par l'homéostasie, comme disent les gens des sciences, des neurosciences, c'est dans le travail, j'ai aussi l'occasion, sinon en permanence, du moins d'une façon suffisante, pour que le travail m'apporte ce moment de satisfaction et pas simplement les moments devant la machine à café. Et alors là, le problème pour le manager, c'est qu'il y a une longue tradition très rationnelle de chiffres, de ceci. Je vais jusqu'à Ernest Renan. Il faut aller un peu loin en arrière. Je vais y revenir, tant pis, parce que sinon, je vais faire des allers-retours. Et donc, le management, la loi dit qu'il y a un lien de subordination et la vraie vie dit qu'il y a aussi un lien de coopération. Et l'équilibre est extrêmement instable et extrêmement différent selon le contexte. Et donc, c'est là que je vais dire, le taylorisme, eh ben, il considère qu'il est à l'équilibre quand il y a énormément de subordination et un petit peu de coopération. Mais ça ne marche plus. Parce qu'il y a eu une forme de révolution à partir de métamorphose sociétale, à partir de la Renaissance.
La pensée logique s'est développée très vite à partir de Galilée qui commence à faire des expériences et à mettre en place ce qui est devenu la méthode expérimentale, méthode scientifique. Et avec un sommet du rationalisme à la fin du 19e siècle, ce qu'on appelait le scientisme, et Ernest Renan qui dit, j'y reviens, le propos de la science est maintenant d'organiser scientifiquement l'humanité, avec des excès qui ont fait des massacres au XXe siècle, mais ce qu'il faut voir, c'est l'état d'esprit dans lequel est la société et dans lequel est né le taylorisme, 100% rationnel. On planifie, commande, contrôle. Et c'est le fameux command and control du taylorisme. Mais les sociologues montrent qu'à partir des années 50, progressivement, et on peut dire à partir de la fin des années 80 à peu près partout dans le monde, il y a une deuxième métamorphose sociétale où il faut s'intégrer dans un monde différent qui est d'une part du côté business, ce qu'on appelle le contexte VICA de plus en plus, c'est-à-dire un monde qui est de moins en moins stable dans l'analyse du marché, des performances, par exemple commerciales, j'entends, mais un contexte volatile, incertain, complexe, ambigu. Je ne vais pas le développer, mais on pourrait passer quelques heures sur chacun des termes, pourquoi il est là et ce que ça fait. Et puis en même temps, il y a cette métamorphose sociologique que j'ai abordée depuis les années 50 et depuis les années 80 suivant les pays. Ça a commencé plutôt en Suède, enfin, et on en parlait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire chacun reprend possession de son individualité avec des excès. C'est-à-dire qu'on peut dire que chacun ne s'occupe que de lui-même, que c'est un égoïsme et qu'autrefois on était plus solidaire. Toutes sortes de commentaires qui mériteraient d'être regardés de plus près, mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est le refus d'être mis dans une catégorie et le développement à côté du raisonnement rationnel d'une acceptation complète de la dimension émotionnelle relationnelle de notre vie et en particulier dans l'entreprise, alors qu'avant on pensait que c'était plus ou moins réservé à la sphère privée et le travail devait être rationnel. Ce qui va avec, c'est comme c'est plus 1 plus 1 égale 2, mais que c'est un peu plus compliqué, le management rationnel et hiérarchique est un peu dévalorisé, et il y a une vraie demande qu'il y ait du sens au travail, c'est-à-dire que j'y vais, mais pour quelque chose qui est un peu plus large que seulement obtenir un salaire. Et donc, il y a une métamorphose managériale qui doit venir. Alors, d'une part, là aussi, elle est technique, parce que les robots, l'IA, certaines parlent de l'entreprise point 4, etc. Toutes sortes de choses tout à fait intéressantes, mais qui n'empêchent pas qu'il y ait une dimension humaine énorme. Et je voudrais vous raconter l'histoire du leadership humain développé par quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Bob Chapman. Et, ah oui, j'ajoute en dessous, toujours positif, jamais naïf, parce que chaque fois qu'on parle de confiance, il y a quelques-uns qui... oui, Françoise, c'est VUCA en anglais, mais je mets VICA parce que lorsque on parle de confiance, il y a toujours une tendance à croire que, mais enfin, est-ce que c'est de la gentillesse? Par exemple, lorsqu'on parle de bienveillance, regardez tout ce qui s'écrit sur la bienveillance, la moitié du temps, la bienveillance est juste assimilée à de la gentillesse, ce qui n'est pas raisonnable. C'est pour ça que j'ajoute toujours positif, jamais naïf. On est manager, on a une fonction dans l'entreprise, une fonction, une mission dans l'entreprise qui est de réunir l'ambition de l'entreprise et les aspirations de chacun, mais c'est pas simplement il y a zéro naïveté derrière, ce qui n'empêche pas d'être toujours positif. Alors, on peut le résumer en disant que du côté de l'entreprise, on souhaite plus d'engagement, plus de coopération, plus de créativité. Du côté des personnes,
les personnes expriment, et tout ça c'est sorti de multiples études, de transparence, d'autonomie et surtout plus de sens. Et je peux affirmer par expérience dans des contextes extrêmement différents dans 37 pays dans le monde que les deux peuvent se conjuguer justement par la construction de la confiance. Et donc, le fameux équilibre subordination-coopération, c'est toujours un équilibre instable et difficile à gérer, mais les poids ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que, en particulier, l'évolution de la société et puis renforcée par la crise, c'est la subordination, le lien de subordination a très largement volé en éclats, et c'est à travers la coopération qu'on va pouvoir construire un lien d'influence qui fait que on va bosser ensemble de façon tout à fait efficace. Pour avancer, je vous propose de regarder quelques questions. Et comme je ne veux pas dire valeur, pratique, etc., c'est mode de fonctionnement, ce qui est beaucoup plus large. Qu'est-ce que nous avons comme mode de fonctionnement? Chacun peut le faire avec soi-même. Quand il s'agit de le faire avec une équipe, il faut vraiment qu'il y ait déjà de la confiance avant même de démarrer ça. Ou sinon, pardonnez-moi pour la seconde commerciale, mais on peut se faire aider par un intervenant extérieur dont c'est le métier. Mais le fond des questions, c'est quels sont les modes de fonctionnement que nous avons et que finalement, ils sont bons et on voudrait les renforcer. Et quels sont les modes de fonctionnement que l'on constate chez nous, mais qu'on aimerait changer. Et enfin, quels sont les modes de fonctionnement dont on peut rêver, mais qui ne sont pas constatés, mais qu'on voudrait implanter ou adopter. Voilà. Alors, nous voici arrivés à la fin de la partie la confiance, et je voudrais vous dire que c'est vraiment la relation aux personnes, et on verra qu'il y a d'autres relations, mais pas dans cette séance, et chaque jour, il y a des occasions de développer la confiance et de l'inscrire dans une véritable évolution culturelle. Et il ne s'agit pas de se forcer. Hein. Alors Léonard me demande, qu'entendez-vous par mode de fonctionnement? Et bien justement, je laisse ça ouvert parce que quand je pose la question, ça permet aux gens de répondre soit par des pratiques très concrètes, on a une réunion et ça se passe mal, soit par des valeurs, et je me souviens par exemple d'une entreprise où il y avait la coopération est sortie plusieurs fois comme quelque chose qui n'existait pas et qu'on voudrait mettre en place, et cette façon de le regarder ensemble et puis de travailler avec les autres réponses a permis de transformer cette ambition de coopération d'une sorte de rêve un peu lointain à un objectif concret qu'on a regardé comment construire ça. Parce qu'il ne suffit pas d'arriver en disant à partir de lundi matin, tout le monde coopère de façon ouverte et positive, ça se construit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point? Je vous propose de regarder quelques points de vue, parce que ça fait déjà 34, ça prestige, je suis trop long. C'est comment construire un engagement sincère. Alors, chaque schéma peut être effectivement critiqué en disant oui, il y a aussi quelque chose, mais l'engagement sincère, c'est entre les personnes, la technique et les résultats, mais via les personnes. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et on le verra de façon très très concrète dans la prochaine session. Et puis, il y a aussi la puissance du lien managérial. C'est bien de dire le management, c'est tout ça, mais comment je fais pour que ce lien soit puissant? Et là, quelqu'un a parlé de rituel à un moment. Excusez-moi, je ne vais pas remonter, mais quelle est la puissance du lien managérial? Comment moi, manager, je peux influencer tout ça? Et là, il y a des routines à mettre en place. Et quand je dis des routines, ce sont donc des rituels, mais la façon de le faire est importante aussi.
Le management connecté, puisque beaucoup de managers vont se retrouver sinon en télémanagement, du moins en télémanagement partiel, on appelle ça hybride maintenant, c'est joli. Et ben, d'un seul coup, tous les liens qui sont vivants au quotidien, parce que simplement on est ensemble et que quand on se croise, on peut dire ci et ça, deviennent des pointillés dont il faut s'occuper de façon précise pour que ça fonctionne de façon efficace. Et ben, ça mérite d'être regardé. Et puis, quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est la solidarité de l'équipe managériale. Et la solidarité de l'équipe managériale, ça fait partie des choses qui vont de soi, mais qui pourtant, pas forcément. Comment je construis avec mon équipe un management cohérent qui devienne un management et non pas la somme de plusieurs managements. J'ai rajouté 2 autres thèmes qui sont un outil très concret qui est la délégation, qui est évidemment dans la relation manager-manager, avec des liens avec la gestion et des liens avec la technique, mais c'est un outil qui est pratiqué par tous, même sans le savoir. Et la première, je dirais, le premier niveau de délégation, pas très efficace pour construire de la confiance, c'est l'ordre, mais puisque c'est quelqu'un d'autre qui fait le boulot et je suis co-responsable du résultat. Mais comment on l'organise pour que ce soit un outil de construction de la confiance tous les jours? Quelque chose. Il y a une association en France qui s'appelle Professional Women Network, PWN, et sur lequel ils m'ont demandé, on regarde un peu en quoi la dimension féminine, mais non pas au sens telle personne est une personne féminine et telle personne est un homme, telle personne est une femme, mais c'est les dimensions féminines et masculines que j'ai représentées par le yin et le yang. Comment on peut en jouer? Quand je dis en jouer, c'est pas manipuler, mais comment notre personnalité va mobiliser ces 2 aspects de chacun d'entre nous de façon à enrichir le management. Et puis, je vous proposerai une synthèse qui est, une fois qu'on a tout ça, c'est comment emmener l'entreprise, ce que j'appelle de bon à excellent. Alors, il est temps de conclure. Bon, tout management, tout changement commence par une ambition du manager, par un rêve du manager, une ambition d'un fonctionnement différent. Et on peut créer un certain niveau de confiance assez rapidement, mais l'intégrer dans le fonctionnement quotidien, être sûr, sans y aller, que devant la machine à café ou dans les vestiaires, si on est dans une clinique ou une usine, la confiance est bien là, et que ce n'est pas que de la façade, eh ben, il va falloir par étapes construire les choses, parce que quelquefois, aller trop vite, ça crée des craintes. Le changement crée de la crainte pour chacun d'entre nous, et donc il faut avancer vers une culture de confiance, d'engagement et de coopération ouverte. Je vous propose de passer aux questions, et je remets ça se passe toujours par des pratiques quotidiennes concrètes, et je vous suggère de me poser les questions et on fait notre petite séance de Q&A puisqu'il nous reste seulement 5 minutes. Désolé, j'ai été un peu trop long. Pas de questions? Toute question, même très, très pratique, est la bienvenue. Hein. Quel lien entre gouvernance et dirigeance? Alors là, je vais dire dirigeance,
je ne connais pas très bien, mais quel lien entre gouvernance et management? Je dirais que la gouvernance, c'est la partie structure, voici les règles, etc. Et le management, c'est ce qui intègre à la fois la structure et la façon dont on la fait vivre au quotidien. Et j'ajoute que s'il n'y a pas on va mettre une vision pour dire, mais une ambition du manager pour son équipe, il ne peut pas y avoir de leadership. Le leadership, c'est toujours une façon d'engager les gens, les autres, les personnes, l'équipe, une nation quand il s'agit du Mahatma Gandhi, dans un futur, dans la construction d'un futur différent. Oui, Stéphane, oui, j'ai beaucoup travaillé, c'est une question sur la délégation et comment l'utiliser comme outil de construction de la confiance. Il ne faut pas que je lise les autres trucs pendant ce temps-là. La délégation, c'est je confie une mission, une tâche à quelqu'un, et nous sommes co-responsables du résultat. Si j'ai délégué quelque chose, j'en garde 100% de responsabilité, mais la façon de le faire peut vraiment changer je dirais, son efficacité. Alors, c'est pour ça que j'ai prévu une séance complète, parce que sinon, soit j'en dis un peu, ça va être autant frustrant que de ne rien dire. Non, mais c'est comment je respecte des étapes, et on se rend compte que même dans des choses très simples et quotidiennes, y penser, c'est important. Par exemple, et je vais donner un seul critère, mais c'est plus compliqué que ça, c'est être très clair sur ce que j'appelle les conditions de satisfaction. Hein, parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire dire à la fin d'une mission où on s'est vraiment engagé, de dire « Ah oui, mais moi j'aurais… » et on a l'impression de se faire démolir, il n'y a rien de plus démotivant et qui crée de la méfiance, alors qu'on peut utiliser la délégation pour faire quelque chose de très concret. Alors, Académie française, oui, bon, je ne vais pas le regarder maintenant, mais il y a François qui dit le nom de dirigeant, c'est un néologisme qui ressort, il désigne la sociologie du travail, ce qui touche à la direction d'une organisation. Ok, mais bon, je n'ai pas de problème avec le mot dirigeance, je dirais que je ne l'emploie pas. Je fais très attention par contre à séparer le management en deux morceaux. Je connais des leaders qui ont, je dirais, une vision et qui organisent l'action. Je connais des gestionnaires qui organisent l'action et s'occupent de regarder les résultats. Pour moi, le manager est à la fois un gestionnaire et un leader, c'est-à-dire qu'il combine une vision, une organisation de l'action et les liens, la partie lien qui fait que tout ça peut fonctionner et avancer. Renaud, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. La confiance avec le CA de la structure, je te propose, est-ce qu'on peut en parler? Si tu peux prendre rendez-vous, ce serait formidable. Alors, oui, Renaud, on n'a parlé que de la confiance descendante. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la confiance dans une équipe commence par la confiance entre c'est pas la confiance descendante, c'est la confiance entre le manager et son équipe. Et s'il n'y a pas de confiance entre le manager et son équipe, la seule confiance qui peut exister au sein de l'équipe,
c'est une confiance de contre-dépendance, c'est-à-dire de dire nous on est copains et on est un peu ou beaucoup contre le chef qui nous embête pour rester poli. Hein. Mais ce n'est pas, c'est vraiment un lien qui est double, mais c'est le manager qui peut le construire. C'est l'attitude du manager qui va construire les conditions d'émergence de la confiance. Je vous proposerai de faire ça à travers un exercice la prochaine fois. Ah oui, 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 on a toujours un manager au-dessus de moi. Bien sûr, ben, je sais, et quelquefois, alors je vais juste donner un exemple, puis on a déjà passé les 45 minutes. Quand je suis arrivé chez Danone, c'était une boutique, tous mes chefs étaient issus du marketing, et ce que je racontais sur le fonctionnement des usines, clairement, ils ne voyaient pas bien. Et donc, pendant un peu plus d'un an, ce que j'ai fait, ce que j'appelle, c'est travailler en sous-marin, c'est-à-dire qu'avec 4 usines qui, sur mes 50, mais 4 qui avaient vraiment envie d'avancer, pendant un an, on a tellement avancé qu'elles sont devenues, tout le monde en parlait en bien, et c'est devenu visible, mais ce n'est pas en expliquant, voilà ce que vous devriez faire au chef que ça marche, c'est en agissant. La prochaine rencontre en visio, c'est le... attendez. Je ne sais plus c'est quel jour de janvier. Je vous le dis, et ce sera la fin de cette session. Ça a été fixé au 18 janvier. Le 18 janvier, et ce que je vous demande simplement, c'est absolument, s'il vous plaît, mettez un petit mot sur comment vous avez vécu cette session, parce que moi aussi, je suis entre technique et humain, mais j'ai besoin de passer par la gestion pour avoir mes propres indicateurs et réfléchir à comment améliorer les choses. Donc, si vous voulez compléter votre merci, qui me fait très plaisir, mais si vous pouvez le compléter par une petite phrase plus en quoi ça vous apporte quelque chose. Et puis, Renaud, je n'ai pas compris un CA par exemple. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je serais ravi de le regarder de plus près. Ah oui, conseil d'administration. OK. On a toujours un patron au-dessus de soi, c'est vrai. Mais on a toujours des espaces de liberté limités, et c'est ce qui fait que c'est passionnant, parce que si on avait toute liberté, et même si je crée une entreprise, j'ai au-dessus de moi un client ou un marché ou quelque chose. Je vous suggère d'arrêter maintenant. J'ai débordé de 9 minutes, 4 minutes, puisque c'était 45, il est 49. Un grand merci à chacun. Continuez vos petits messages, ça fait vraiment plaisir.